Oui, je sais, cette vidéo arrive bien tard, mais mieux tard que jamais. Coucou mes petites arcanes, on se retrouve aujourd'hui pour faire mon point de lecture de décembre 2023. En vrai, par rapport aux autres mois de l'année, je trouve que j'ai beaucoup moins lu parce que c'est au total 7 livres que j'ai lus au cours du mois de décembre, mais ça s'explique aussi par le fait que j'ai été beaucoup en vadrouille, à droite, à gauche. J'ai été au salon de la presse jeunesse de Montreuil, j'étais aussi chez mon père, donc en soi, j'avais pas beaucoup de temps pour lire. Et donc, quelles ont été mes dernières lectures de l'année 2023? Est-ce que j'ai fait des merveilleuses lectures dans le lot? Peut-être un livre a-t-il détrôné l'Empire du Vampire? Ou est-ce que j'ai fait des lectures tout juste passables? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Qui dit fin d'année dit aussi Noël, et c'est la seule période de l'année où je m'accorde quelques romances contemporaines. Oui, moi qui est accro aux films d'horreur, aux vidéos true crime et au bon univers de fantasy où tout le monde meurt, je me retrouve à lire des comédies romantiques de Noël. Néanmoins, mon manque d'implication et d'attachement à la magie de Noël m'a valu le surnom de Scrooge par mon ami. Coucou Déborah si tu passes par là. Pour cette vidéo aussi, je vais passer très rapidement justement sur les romances de Noël parce que j'en ai fait un vlog dédié que je vous remets en petit i. Je commence avec celle qui m'a le moins emballée, pas parce que c'était mauvais, loin de là, tout simplement parce que je ne me reconnais pas dans les personnages et aussi dans la magie de Noël qui est beaucoup trop présente à mon goût. En même temps, le titre aurait dû me mettre la puce à l'oreille puisqu'il s'agit de la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. C'est Johanna qui m'a prêté pas mal de livres justement de comédies romantiques de Noël, donc je ne l'ai pas avec moi, je ne lui ai rendu. Très connue dans le monde de la new romance, cette autrice se fait d'ailleurs un petit caméo dans ce roman-ci en étant la mairesse de la ville de Snowflake Garden. Notre héroïne Zoé trouvera d'ailleurs dans les rayonnages d'une petite librairie de cette ville qui est débordante de décorations de Noël, la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Donc franchement, j'ai tenu à le souligner parce que c'était plutôt drôle. Zoé est une fan inconditionnelle et incontestée de Noël et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle en a fait son entreprise. Sa mission consiste à décorer les entreprises aux couleurs des fêtes de fin d'année. Et ça marche tellement bien qu'un célèbre journal new-yorkais lui accorde une double page pour son portrait. Pour l'écrire, le journaliste Ethan, surnommé aussi Scrooge, va devoir intégrer son quotidien pour pouvoir en faire un portrait des plus réalistes. Il se retrouve malencontreusement à devoir suivre Zoé dans sa famille. Voilà donc pour les grandes lignes de ce récit prévisible et truffé de clichés sur Noël à propos de sa magie, que le fait que ça résout tous les maux et blablabla. Vous avez compris pourquoi on m'appelle Scrooge maintenant. En soi, je n'ai rien à reprocher à ce roman, il est digne d'un téléfilm de Noël, il y a une romance Grumpy Sunshine et l'ambiance de Noël qui est ma foi bien présente. Mais n'étant pas moi-même une accro à Noël et n'étant pas non plus sensible à la magie de Noël, j'ai eu un petit peu du mal avec cette effervescence de c'est Noël, ça peut résoudre tous les maux, ça fait du bien à tout le monde et tout et j'ai un petit peu du mal avec ça quoi. Je poursuis avec une sortie de 2023 qui correspond un petit peu plus à ce que je préfère. J'ai donc lu notre fabuleuse désastreuse Christmas Party de Emily Parizeau. Nous y suivons Blair, une assistante de direction au look rock'n'roll qui doit essayer de composer avec les demandes toujours plus invraisemblables de son patron Samuel. Dirigeant d'une start-up qui fait vraiment fureur en ce moment avec des doudounes extravagantes, c'est surtout un grand enfant dans l'âme et un énorme fan de Noël. Cette année, il décide d'organiser une immense Christmas party pour ses employés et il charge Blair de l'organisation de cet événement. Mais elle ne sera pas seule dans l'organisation, non, il lui adjoint un organisateur d'événements, Sony. Et si chacun des deux veut essayer de se démarquer auprès de Samuel, tous les deux cachent un lourd secret. Voici donc pour les résumés et cette lecture a quand même été un peu plus attrayante que la précédente. Mais c'est encore bien loin de ce à quoi je m'imaginais, qu'ils se mettent des bâtons dans les roues, je sais pas, mais en tout cas je m'attendais pas à quelque chose de plutôt gnognon. Je crois que les rebondissements les plus intéressants c'était finalement toutes les demandes les plus farfelues de Samuel et je préfère vous les garder en surprise. Nous sommes donc sur une romance des plus classiques qui se développe entre les deux protagonistes, rien de bien fou. Il n'y a pas forcément de taquinerie, pas forcément de répliques cinglantes entre les deux et tout se passe plutôt bien. C'est à se demander à quel moment la Christmas Party passe de fabuleuse à désastreuse. Par contre, je vous avoue que celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Et on arrive enfin à la dernière lecture de Noël qui m'a réconciliée avec le genre, mais qui arrivait finalement en tout premier par rapport à mon vlog lecture. Donc finalement, ça m'a un petit peu desservi. En tout cas, elle m'a été aussi chaudement recommandée et prêtée par Johanna de la Citadelle de mes lectures, donc merci à toi. Et il s'agit de Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline. C'est donc avec celle-ci que j'ai débuté mes vacances et je l'ai littéralement dévoré dans le train, en même temps 6 heures ça aide. Entre rire, situation incongrue et tentation, nous y faisons la rencontre d'Ali, fraîchement séparé d'un connard, oui il faut dire ce qui est, qui décide d'envoyer sa liste au Père Noël sous les conseils de sa meilleure amie. Conseil foireux?
Peut-être. Dans cette liste où elle met entre autres le fait qu'elle veut un mec sous le sapin ou à défaut un sextoy, elle y parle notamment de son patron Evan Sanders. Et puis vous savez, ce moment où vous faites plusieurs choses en même temps, vous êtes éparpillé, vous faites plus trop attention. Bref, le mail part à Evan. Et c'est là que ça devient drôle. Et pour être drôle, franchement, ce livre, il l'est. Des situations cocasses à n'en plus finir, des répliques cinglantes et un trope boss employé, c'est vraiment le cocktail parfait pour moi dans une comédie romantique de Noël. Et je pense que j'ai enfin trouvé l'ambiance que je recherche et qui m'anime dans ce genre de lecture. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, c'était particulièrement addictif, tout en gardant une certaine magie de Noël qui n'est pas non plus oppressante. En bref, une excellente lecture qui me donne envie de m'attarder davantage sur les romans de cette autrice. Peut-être pour l'année prochaine. Nous arrivons à la toute dernière romance de Noël de cette update lecture, mais qui ne fait pas partie du vlog puisque je l'ai lu en début de mois. Il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hero que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec Hachette Roman, qui est une sortie aussi de cette année et qui est un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes. Sauf moi. Alors en soi, c'est pas une mauvaise lecture, hein, loin de là, le roman n'est pas mauvais, mais je pense que cette fois-ci, je n'étais absolument pas la cible pour ce roman. Je vous fais le résumé et je vous explique après. Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles, et juste avant qu'il ne s'envole pour les États-Unis durant quelques mois, elle se retrouve à l'embrasser lors d'une soirée bien arrosée. Sauf qu'après ça, ils n'en ont plus jamais reparlé. Pourtant, elle reste persuadée qu'ils sont faits pour être ensemble, elle est bien décidée à lui dévoiler ses sentiments quand elle va le rejoindre à l'aéroport avec toute sa famille. Bon, je suis pas sûre qu'en soi ça c'était la meilleure idée. Désillusion la plus totale, surtout quand Charles va débarquer avec sa petite amie. Et oui, ça fait mal, surtout qu'elle va devoir se les coltiner durant toute la période de Noël, vu qu'ils vont tous ensemble dans les Pyrénées. C'est là que Iris se laisse aller à une brillante idée. Bon, c'est pas la sienne, c'est celle de sa meilleure amie qui est peut-être l'élément le plus merveilleux dans cette histoire. Enfin bref. Elle va demander au grand frère de Charles, Alex, de jouer son petit ami. Alors oui, je le reconnais, c'est une romance particulièrement mignonne, avec un attrait particulier pour la communication et la bienveillance, ça je ne lui retire absolument pas. C'était un pari de l'autrice, elle l'a parfaitement réussi. Vous trouverez aussi beaucoup de références à des romances contemporaines, comme par exemple The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, il me semble, mais en fait les autres, moi personnellement, je ne les avais pas. La meilleure amie d'Iris est passionnée de lecture, et bien évidemment on l'aime parce qu'elle nous ressemble, elle veut voir ses tropes préférés dans la vraie vie. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben pas grand chose qui sort de l'ordinaire finalement. Et j'ai du mal à concevoir que ce soit un coup de cœur pour beaucoup de personnes, même si je ne remets pas du tout en doute leur affection pour ce roman, loin de là. C'est juste moi, j'ai même dénoté des choses qui m'ont un petit peu dérangée, mais je pense que ça se justifie encore une fois par le fait que je n'étais absolument pas la cible. Déjà notons qu'il y a énormément de répétitions, ça manque de synonymes pour un peu fluidifier la lecture, parce que combien de fois il y a écrit X roule les yeux, c'est un petit peu faramineux quand même. Ensuite j'apprécie quand la romance ne se concentre pas uniquement sur le couple. Et dans l'effet boule de neige, il y avait quand même matière à créer des événements avec l'entourage. Il y a le meilleur ami Charles, il y a la famille qui se retrouve tous ensemble au chalet en période des fêtes de Noël, il y avait matière à faire énormément d'activités. Et bien laissez-moi vous dire que c'est assez pauvre dans l'ensemble. On se retrouve certes avec les amis d'Alex, un groupe qui est quand même très sympathique, mais il y avait quand même matière à faire finalement avec ceux qui étaient déjà présents. Nous sommes beaucoup trop concentrés sur les interactions au sein du faux couple, ce qui dessert finalement à l'objectif principal qui était de rendre jaloux le meilleur ami. Donc en soi, je comprends que ce récit était à destination des lectrices de romance déjà de base et qui avaient toutes les références. Je ne remets pas non plus en cause le fait que la romance est saine, bienveillante et respectueuse, mais pour moi ça ne fait pas tout et il me manquait quand même pas mal de choses. Alors là, nous allons nous attaquer à un beau pavé, mais mon avis est largement biaisé par rapport à la manière dont je l'ai lu. Parce que je l'ai débuté vraiment emballé, j'ai lu toute la première partie en me disant que ça allait être un coup de cœur, mais parallèlement à ça, je lisais L'Empire du Vampire de Jay Kristoff, qui était une lecture aussi très dense. Et comme le roman que je vais vous présenter, il est très descriptif, les descriptions sont hyper longues, tout comme les chapitres. Si bien que j'ai décidé de le mettre en pause au profit de L'Empire du Vampire, en me disant que j'allais le reprendre derrière. Je l'ai repris donc bien des semaines plus tard, et même si j'avais encore les informations en tête, je n'ai pas autant apprécié ma lecture qu'au début, je ne sais pas pourquoi. Ce livre, c'est donc le premier tome de The Night and Its Moon de C.J. Paper. Dans cet univers de fantasy, on y suit Nox et Imari, qui sont deux petites filles orphelines qui se lient d'une amitié extrêmement forte. L'une est blanche comme la lune, l'autre noire comme la nuit. Deux opposés qui sont pourtant indissociables, l'une n'imagine pas sa vie sans l'autre et c'est pourtant ce qui va se passer. Nox est achetée pour aller travailler dans une maison close, tandis que Imari va se retrouver à rejoindre les bretteurs tout en haut de la haute montagne. Et chacune semble avoir un rôle à jouer dans les sombres événements qui s'annoncent. Je n'en dirai pas plus car l'univers est très complexe avec des créatures tout assez particulières qui viennent s'intégrer au récit. Ce roman est divisé en 3 parties et la romance FF n'est pas vraiment présente dans ce premier tome puisque
puisque les deux filles sont séparées. Vous allez donc suivre deux histoires en parallèle, celle de Nox et celle d'Imari. Il y a beaucoup d'événements, de péripéties, de personnages et de magie. Je vous avoue que je me suis un petit peu tout perdue là-dedans. J'ai trouvé les aventures d'Imari beaucoup plus intéressantes que celles de Nox, puisqu'elle est beaucoup plus active, il y a des combats, elle s'entraîne, alors que Nox est beaucoup plus passive. Et malgré cet univers très riche, bien construit et un style d'écriture particulièrement beau, j'ai trouvé les chapitres tellement longs. Quand elles étaient encore à l'orphelinat, ça allait, mais justement après ma pause, quand j'ai repris ma lecture, mais les chapitres étaient trop long quoi, et les descriptions s'étendent parfois sur plusieurs pages. D'autant plus que j'avais l'impression qu'on se répétait assez facilement dans les dires. Par exemple, on va aborder dans un chapitre une pensée d'un personnage qu'on va retrouver encore une nouvelle fois développée dans un autre chapitre. Ce sont les mêmes réflexions qu'on a vues en amont et qui se répètent, et du coup c'est encore une fois à alourdir le récit pour rien. En plus, je vous avoue que les filles, il y a eu deux situations où je les ai trouvées particulièrement hystériques, mais vraiment j'ai pas compris pourquoi. En plus, elles sont hystériques un long moment quoi. On nous bassine ça pendant un très long moment. Et puis vraiment, les descriptions, les gens, c'est long, on insiste vraiment sur les sentiments, et là le côté hystérique il revenait sans cesse, c'était ouf. Vraiment j'ai trouvé ça déplacé, c'était un petit peu too much pour moi. En bref, je trouve que c'est un univers de fantasy qui est très riche, très bien développé, et il faut s'accrocher pour comprendre tous les éléments. Après, les descriptions nombreuses et longues s'ajoutent à des chapitres à rallonge, ce qui fait que ça rend la lecture un petit peu plus difficile aussi. Néanmoins, si vous êtes friand d'univers de fantasy avec une romance FF, une quête qui semble impossible et des créatures particulièrement hideuses, je pense que ce roman est fait pour vous. Alors je me suis rendu compte d'une chose, déjà que j'ai un peu une mémoire de poisson rouge, appelez-moi Dory, mais en plus de ça, avec les lectures audio, j'ai l'impression que je ne retiens pas beaucoup de choses. Déjà le nom des personnages, les gens, je ne me souviens plus de qui est qui. Déjà que j'ai du mal à retenir en version papier le nom des héros, comment voulez-vous que je retienne les noms en lecture audio? C'est pareil pour vous ou il y a que moi dans l'histoire? Bref, je vous dis ça parce que j'ai écouté Les Trônes Trahis de Nesrine Amari en lecture audio sur Audible. Si vous voulez profiter d'ailleurs, il me semble, de 30 jours gratuits d'essai, vous pouvez utiliser mon lien dans la barre d'infos. Et je dis ça parce qu'en fait j'ai du mal à me situer toutes les péripéties. Je l'ai donc écouté à sa sortie en lecture audio sur Audible et franchement ça a été une pépite. Déjà nous avons deux narrateurs, un homme et une femme, puisque nous avons le point de vue de Phoebe qui est la princesse du royaume de Cyndia et dont les parents ont été massacrés par Emrys Heartless qui est le roi du royaume de Killian. Et accessoirement notre deuxième point de vue. Et c'est là où je veux en venir, c'est que la voix du gars, même Johanna m'a dit que la voix du type c'était celui qui jouait un personnage masculin dans la saga d'Oren. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il a une voix exceptionnelle. Comme vous l'avez deviné avec la présentation, nous sommes sur un Enemies to Lovers avec la princesse Phoebe qui va infiltrer le palais de Killian sous une fausse identité. Elle se fait passer pour l'une des nombreuses prétendantes du roi, mais son but va être de tuer Emrys pour venger sa famille. Le séduire aura toute son importance parce qu'elle possède un pouvoir, celui d'un baiser mortel. En vrai, j'ai mis que peu de temps à écouter cette lecture audio, mais j'ai du mal à vous en parler en détail. C'est terriblement frustrant parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé en plus, car nous n'avons pas uniquement une romance dans ce roman, mais bien tout un conflit géopolitique qui est très bien développé à mon sens. On retrouve aussi des conflits en interne avec possiblement des interrogatoires musclés, des trahisons, des complots, et un système de magie tout à fait intéressant. En soi, rien qui sorte de l'ordinaire, mais ça reste quand même un parfait équilibre entre les différents sujets. Des révélations finales qui ont réussi à me surprendre, mais qu'à moitié, j'ai suspecté tous les personnages sauf le bon. Le seul bémol, mais vraiment il est minime, c'est le début de la relation entre Phoebe et Emrys. L'intérêt du roi pour Phoebe, qui se cache sous une autre identité, je le rappelle, c'est tombé un petit peu de nulle part parce qu'ils se croisent de temps en temps, mais voilà, le hasard fait qu'ils se sont rapprochés. Après, la dualité entre les sentiments de la princesse Phoebe envers le roi, mais aussi son allégeance envers son royaume est très bien représentée et je trouve que c'est un très bon Enemies to Lovers du début à la fin. Les Trônes Trahis a donc été une excellente lecture, même si je dois me refaire peut-être, je pense, une relecture papier pour être sûre d'avoir tout compris. On arrive enfin au top du podium pour cette update lecture du mois de décembre, mais en même temps je n'en attendais pas moins de ce tome 2 vu que le tome 1 a été un incroyable coup de cœur. Il s'agit bien sûr de Wildlands, donc le tome 2 de Savage Lands qui est écrit par Stacey Marie Brown et que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat aussi avec Corrigan. Et non, je vous vois venir, mon avis n'est pas uniquement basé sur le fait que Warwick ressemble à Jason Momoa. Enfin peut-être un peu. Petite précision pour ceux qui n'aiment pas les longues sagas, ici nous sommes à peu près à 6 tomes en VO. Je ne sais pas si elle est terminée ou non, mais en attendant ça fait quand même pas mal de tomes à prévoir. Pour résumer très brièvement cette urban fantasy sombre, nous sommes avec un conflit humain faé dans notre monde à nous. La ville de Budapest est séparée en trois, nous avons une partie qui est dédiée aux faé, une autre aux humains, et enfin une troisième qu'on appelle les terres sauvages,
où on va retrouver les déchets des deux sociétés. Brexley fait partie des forces d'élite chez les humains et elle est également très proche de la famille dirigeante. Mais parallèlement à cette activité, elle détourne de temps en temps des marchandises qui sont acheminées en train en direction du territoire des Feuilles. Une nuit, cette petite escapade finit au drame quand Brexley se fait capturer par les Feuilles. Elle se fait jeter dans une prison qu'on appelle la maison de la terreur, dans laquelle personne n'est jamais ressorti vivant. Et dans cette prison, devinez qui elle va rencontrer. C'est un roman très dur, très sombre, très violent. Attention à ne pas mettre dans toutes les mains. Ce tome 2 se concentre davantage sur la relation entre Brexley et Warwick, notamment sur le lien un peu étrange qui unit les deux. Et chacun explore les possibilités et les limites d'ailleurs de ce lien. Et personnellement, j'adore la tension entre les deux personnages parce qu'en vrai, ils ne se supportent pas vraiment en fait, mais ils sont connectés, ils ont ce lien, ils ont quelque chose. C'est ce qui les oblige finalement à se confronter l'un à l'autre et ça donne lieu à des situations pépites. Je suis aussi très contente d'avoir eu un début de réponse dans la fin notamment du deuxième tome, même si c'est encore un petit peu confus et j'espère en toute honnêteté qu'il n'y aura pas non plus de facilité scénaristique. Donc j'attends d'avoir les détails dans les prochains tomes, notamment le 3 j'espère. En parlant du tome 3, pas de date pour l'instant prévue de parution en VF, mais en tout cas j'ai très hâte de poursuivre les mésaventures de Brexley. Et voilà tout le monde, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo qui peut-être a été un petit peu plus courte étant donné que je n'ai pas beaucoup de lecture. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre top lecture du mois de décembre. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!